Pour la première fois de son histoire, le Canada accueille la Coupe du monde masculine aux côtés des États-Unis et du Mexique qui en sont à leur deuxième organisation. Pas besoin de vous dire le contentement des Canadiens lorsque cette nouvelle a été annoncée le 13 juin 2018. Les yeux du monde entier sont en ce moment tournés vers lui dans le cadre de cette belle célébration du football au monde. Des milliards de téléspectateurs, des stades pleins à craquer, une fête monumentale, bref, le rêve absolu de presque toutes les nations. Mais derrière les stades pleins, les célébrations, les promesses de retombées économiques, l'organisation du mondial s'est vite transformée en un vrai casse-tête. Entre l'explosion des budgets, des stades qui ont failli être exclus et plusieurs scandales administratifs, le projet est devenu un défi financier, logistique et politique à part entière. Il a essuyé de vives critiques de la part du public et mis en lumière des difficultés de gestion majeures. Aujourd'hui, je vous invite à prendre connaissance des faces cachées de l'organisation de la plus grande compétition de football au monde pour répondre à une question. Pourquoi le Canada a-t-il autant peiné dans l'organisation de la Coupe du monde de 2026? Je suis Marie-Eva Daniel, gestionnaire de projet certifié et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Project Pro. Quand les coûts explosent et que le projet échappe à ses prévisions. Le premier obstacle est celui qui revient dans pratiquement tous les méga-projets, l'argent. Au fil des années, les coûts ont augmenté bien au-delà de ce qui a été estimé initialement. Entre les travaux dans les stades, la sécurité, les infrastructures et les exigences de la FIFA, la facture a dépassé le milliard de dollars pour seulement 13 matchs disputés au Canada. Le directeur parlementaire du budget estime que le coût moyen revient à 82 millions de dollars par match, ce qui soulève de profondes interrogations. À Toronto et à Vancouver, il a fallu adapter les stades aux normes de la FIFA. Par exemple, des milliers de sièges temporaires ont été ajoutés dans le BMO Field de Toronto pour atteindre la capacité minimale de 45 000 places pour un mondial. Les terrains synthétiques ont dû être remplacés temporairement par du gazon naturel, toujours pour respecter les normes de la FIFA, qui est que le match doit se jouer sur de la pelouse naturelle. Il a donc fallu concevoir des systèmes temporaires ultra complexes pour installer et maintenir en vie du vrai gazon à l'intérieur de sa structure. Mais l'un des aspects les plus controversés concernait les conditions imposées par la FIFA. Selon des documents révélés par Radio-Canada, l'organisation exigeait qu'aucun événement sportif ou culturel majeur ne soit organisé dans certaines périodes entourant le tournoi. Pour Montréal, cette règle frappait en plein cœur. Et cela menaçait des événements forts comme le Grand Prix de Formule 1, le Festival international de jazz ou les Francos qui génèrent chaque année des millions de dollars et qui attirent des centaines de milliers de visiteurs. Et ce n'était pas tout. Accueillir la Coupe du monde aurait coûté à Montréal près de 79 millions de dollars en investissements municipaux, auxquels s'ajoutaient plus de 100 millions de dollars attendus du gouvernement du Québec. Donc, quand le Québec a retiré son soutien, la ville s'est retrouvée face à un choix simple mais brutal. Miser sur un méga événement ponctuel ou protéger des activités rentables qui ont lieu chaque année et qui font partie de l'identité économique même de la ville. La question n'est donc plus simplement combien coûte la Coupe du monde, mais aussi à quel revenu faut-il renoncer pour l'accueillir. Face à ces exigences et à l'incertitude des retombées économiques sur la ville, Montréal avait donc préféré de se retirer de ce projet, ce qui est un signal fort. Pour certaines autorités locales, les risques et les concessions exigées dépassent les bénéfices attendus. Ainsi, la compétition qui devrait avoir lieu au départ dans 3 villes a lieu actuellement dans 2 villes, Toronto et Vancouver. Leçon de gestion de projet numéro 1. L'une des plus grandes erreurs dans un projet, c'est de sous-estimer les coûts et les contraintes dès le début. Un projet de cette ampleur exige par exemple une analyse rigoureuse des risques, des hypothèses réalistes et une marge bénéficiaire suffisante pour pouvoir absorber les imprévus. Mais surtout, il demande que les exigences soient bien prises en compte en amont pour s'assurer que les moyens disponibles sont à même de supporter les activités et que mettre en œuvre le projet fait du sens pour le pays. Il y a aussi le fait que les gestionnaires de projet évaluent le plus souvent les coûts directs liés au projet, mais oublient parfois les coûts d'opportunité.
Chaque décision mobilise des ressources et peut empêcher d'autres initiatives d'avoir lieu et de créer de la valeur. Ainsi, un bon gestionnaire de projet ne se demande pas seulement combien un projet va coûter, mais également ce qu'il est obligé d'abandonner en échange. Quand un facteur externe, la politique, s'invite dans le projet. Le deuxième défi rencontré par le Canada n'a rien à voir avec le football lui-même. Il s'agit davantage de problèmes politiques. Lors d'un événement officiel organisé à Vancouver, une partie d'une délégation étrangère n'a finalement pas été autorisée à rentrer sur le territoire, alors qu'elle devait participer à des réunions techniques liées au tournoi. Cette situation a placé les organisateurs face à un dilemme classique dans les projets internationaux. D'un côté, il y a les exigences opérationnelles du tournoi qui supposent que toutes les équipes et leurs représentants puissent circuler librement entre les pays hôtes. Et de l'autre côté, il y a les règles souveraines du pays qui peuvent restreindre l'accès à son territoire selon ses propres critères. Pour l'équipe concernée, cette décision a eu une conséquence immédiate. Elle a dû déplacer son camp de base vers un autre pays afin de s'assurer que l'ensemble de la délégation puisse pouvoir travailler ensemble. Ainsi, à première vue, on pourrait dire que c'est un simple incident administratif, mais pour les organisateurs, l'enjeu est beaucoup plus large. Si cette équipe devrait jouer au Canada durant les phases éliminatoires, le même problème risque de réapparaître. Autrement dit, une décision qui avait été prise des mois avant le tournoi risque de poser un problème opérationnel au moment le plus critique. Leçon de gestion de projet numéro 2. Les risques les plus déterminants ne viennent pas toujours de l'intérieur du projet, mais de l'environnement dans lequel il évolue. Ces risques externes, politiques, réglementaires, institutionnels peuvent modifier la planification, affecter la logistique, créer des incertitudes pour les équipes et obliger les organisateurs à prévoir des scénarios alternatifs. Cela rappelle une vérité fondamentale en gestion de projet. Les parties prenantes ne se limitent jamais aux clients, aux fournisseurs et aux équipes internes. Dans les grands projets, les gouvernements, les autorités de régulation, les organismes publics et même les relations internationales peuvent influencer directement le déroulement des opérations. Et ignorer ces acteurs, c'est prendre le risque de voir surgir des problèmes impossibles à contrôler une fois qu'ils apparaissent. En résumé, un projet ne se déroule jamais dans un vide. Sa réussite dépend de sa capacité à anticiper, à identifier et à gérer les risques externes dès la première phase. La pression du temps et les préparatifs de dernière minute. Comme si les défis financiers et diplomatiques ne suffisaient pas, le Canada a également eu à affronter l'ennemi classique de tous les projets, le temps. Comme dans de nombreux méga-projets, le calendrier est devenu un ennemi redoutable. Plusieurs travaux d'infrastructure ont été lancés tardivement, ce qui a créé de nombreux embouteillages et de la frustration chez les résidents locaux. À mesure que l'échéance approchait, chaque retard devenait de plus en plus coûteux et réduisait les marges de manœuvre. Ainsi, les équipes locales ont dû multiplier les solutions improvisées, les ajustements de dernière minute et les opérations en urgence. Bref, un scénario typique de les méga-projets où le temps finit par dicter toutes les décisions. Leçon de gestion de projet numéro 3. Plus un projet a temps pour agir, plus les options sont limitées. La planification, le suivi régulier et l'anticipation des problèmes restent les meilleures armes contre les crises de dernière minute. L'expérience canadienne de la préparation de la Coupe du Monde de 2026 nous rappelle 4 principes fondamentaux de gestion de projet. Premièrement, les estimations initiales sont rarement parfaites. Il faut toujours prévoir les risques et les imprévus. Deuxièmement, il faut évaluer non seulement les coûts directs du projet, mais aussi les opportunités auxquelles on renonce pour ce projet. Troisièmement, les parties prenantes sont autant importantes et peuvent avoir autant d'impact que les aspects techniques du projet. Et en dernier, 4, le temps perdu au début se paie très cher à la fin. Au final, organiser une Coupe du Monde ne revient pas seulement à accueillir un simple match de football. Cela consiste à gérer l'un des projets les plus complexes de la planète. Et comme souvent en gestion de projet, ce qui se passe dans les coulisses est souvent presque aussi intéressant que ce qu'on voit sur le terrain. À bientôt!